Amis investisseurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de voir ensemble une des questions qu'on m'a régulièrement posées ces derniers temps, à savoir de quelle manière s'organiser pour investir en bourse pour que ça devienne un moyen de générer un revenu complémentaire à son activité. Alors pourquoi est-ce que beaucoup de personnes se posent la question? Tout simplement parce qu'effectivement, comme la grande majorité des gens travaillent en parallèle de l'investissement boursier, voilà, l'objectif d'investir en bourse, ça peut être tout simplement de se constituer un revenu complémentaire à son revenu de salarié ou à son revenu d'activité d'indépendant. Et donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir ensemble de quelle manière très concrètement on va pouvoir générer un revenu complémentaire avec ces investissements boursiers. Donc ce que je vous propose pour détailler ce sujet-là, en trois parties. La première partie, je vous expliquerai un peu les différentes phases, les trois grandes phases qu'il y a dans l'investissement boursier qu'on peut régulièrement mettre en place. Alors on verra qu'en fonction des profils, on va dire le profil habituel, c'est effectivement d'être en trois phases si vous investissez tôt, mais évidemment vous pouvez raccourcir le processus en fonction de votre profil. Le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est lorsque vous allez être en phase de consommation, c'est-à-dire dans la phase où vous allez effectivement vous verser un revenu, de quelle manière vous allez pouvoir vous y prendre concrètement. Et enfin, la troisième partie, c'est lorsque vous voulez effectivement tirer un revenu des investissements boursiers, quel type de valeur boursière il faut privilégier lorsqu'on a du coup la volonté de générer un revenu complémentaire. Alors déjà, les trois phases lorsqu'on investit en bourse, il s'agit en fait tout simplement, la première phase c'est ce qu'on va appeler la phase de capitalisation. C'est-à-dire si vous commencez à investir en bourse quand vous êtes jeune, en général vous n'allez pas forcément avoir besoin tout de suite de générer un revenu complémentaire. C'est-à-dire là vous êtes plutôt dans une phase où vous allez au contraire tous les mois ou tous les ans mettre de l'argent de côté que vous allez placer en bourse et l'objectif c'est de faire fructifier votre capital. Donc vous êtes bien sur une phase de capitalisation. La deuxième phase, ça va être une phase de consolidation, c'est-à-dire que là, c'est une phase où vous avez peut-être plus de dépenses dans votre vie personnelle, vie familiale, et du coup, vous ne pouvez pas mettre d'argent tous les mois de côté pour investir en bourse, et du coup, là, vous allez simplement faire fructifier le capital que vous avez déjà investi. Et enfin, la troisième phase, c'est tout simplement la phase de consommation, c'est-à-dire c'est la phase où vous allez effectivement vouloir tirer un revenu tous les mois ou tous les ans de vos investissements boursiers. Voilà, et donc du coup, que ce soit vraiment un revenu complémentaire, soit votre activité de salarié ou d'indépendant, ou pourquoi pas même un revenu complémentaire le jour où vous serez tout simplement à la retraite. Et dans cette phase de consommation, on va voir qu'il y a deux approches possibles. Soit une phase de consommation où vous voulez préserver votre capital, soit une phase de consommation où vous êtes prêt même à consommer tout ou partie du capital que vous avez constitué pendant les phases de capitalisation et de consolidation. Donc ça, évidemment, c'est les trois phases théoriques. Maintenant, rien ne vous empêche, en fonction de votre profil, de votre âge, de votre capital, de commencer dès la phase de consolidation ou même dès la phase de consommation. C'est-à-dire si vous avez par exemple un gros patrimoine, rien ne vous empêche d'investir ce patrimoine-là et dès le début, dès le démarrage de l'activité d'investissement boursier, d'utiliser, de générer des revenus et de vous verser des revenus directement de ces investissements-là. Ce que je vous propose, c'est de voir tout simplement un exemple pour vous montrer de quelle manière on va pouvoir mettre en place ce mécanisme. Donc là, j'ai fait un tableau, juste pour encore une fois que ce soit un exemple, que ce soit bien parlant. Donc avec un capital initial, par exemple, de 50 000 euros. Et les 10 premières années, donc là, j'ai fait un tableau sur une cinquantaine d'années. Alors évidemment, c'est très long terme, hein, c'est pour vous montrer un peu le principe. Pour quelqu'un, par exemple, qui commencerait à investir à 20-30 ans, pour avoir une visibilité jusqu'à l'âge de sa retraite. Donc, admettons, les 10 premières années, lors de vos investissements, vous êtes en phase, par exemple, de capitalisation, c'est-à-dire que vous allez avoir votre capital initial, plus vous allez, par exemple, mettre à environ 500 euros par mois, donc 6 000 euros à l'année, de côté, donc dans vos investissements boursiers. Et on va viser, alors là j'ai fait un premier tableau en visant un rendement annuel net de 5%. Donc comme on l'avait vu sur d'autres vidéos, le rendement annuel qu'on peut espérer en bourse est un petit peu supérieur à 5, on est plutôt à 7, entre 7 et 9 en fonction des marchés, en fonction de si on tient compte ou pas de l'inflation. Mais prenons 5 pour être vraiment conservateur dans ces calculs. Et donc là, tout simplement, les 10 premières années, vous avez donc votre capital qui correspond donc au capital initial plus les apports annuels, multiplié par votre rendement annuel donc de 5%. Et donc il n'y a pas de retrait, donc au fur et à mesure, votre capital augmente d'année en année pour, au bout de 10 ans, être dans cet exemple-là un peu plus de 150 000 euros.
Dans cet exemple, par exemple, on va prendre là jusqu'à 10 ans, donc vous êtes en phase de capitalisation, et on va par exemple de la 11e à la 20e année, vous allez vous mettre en phase de consolidation. C'est-à-dire que vous n'avez plus la possibilité d'investir tous les mois ou tous les ans davantage d'argent en bourse, donc vous allez simplement faire fructifier le capital investi, et on va rester donc sur un rendement de 5%, et on arrive donc au bout de 10 années supplémentaires, on passe de 150 à 250 000 euros. Donc ça évidemment, encore une fois, c'est à partir du moment où vous avez un rendement théorique de 5% par an linéaire. Donc on verra après avec un autre exemple où on a des rendements qui sont beaucoup plus réalistes, parce que là 5% c'est évidemment c'est pas aussi linéaire que ça dans la réalité. Donc après je vous montrerai un peu d'autres exemples pour voir lorsqu'il y a de la volatilité comment ça peut se passer. Mais voilà, prenons encore une fois cet exemple où on est bien sur un rendement moyen de 5% par an. Et donc au bout de 20 ans, on a dans cet exemple-là plus de 250 000 euros de patrimoine. Et ensuite de la 20e ou de la 21e année jusqu'à la 50e par exemple année, on veut être en phase de consommation, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir utiliser une partie du revenu généré par ces investissements boursiers pour ses besoins quotidiens, en parallèle, encore une fois, de son activité de salarié, d'entrepreneur ou de retraité tout simplement. Et là, donc c'est là où il va falloir définir ce que vous allez vous verser tous les mois ou tous les ans. Donc ça va évidemment dépendre du coup de est-ce que vous êtes prêt à consommer ou pas tout ou partie de votre capital. Dans le cas où vous ne voulez pas consommer votre capital, c'est-à-dire que vous avez au bout d'une vingtaine d'années 250 000 euros d'économiser grâce à l'investissement initial, grâce aux apports successifs et grâce évidemment aux plus-values que vous allez réaliser sur cette période-là. Si vous voulez maintenir ce capital-là, il va falloir tout simplement tous les mois ou tous les ans vous verser maximum le rendement que vous pouvez espérer en bourse. Donc si on reste sur un rendement espéré de 5%, si vous voulez préserver votre capital, vous allez par exemple vous verser 5% par an du montant obtenu au bout de 20 ans. Donc là, dans cet exemple-là, 5% de 250 000 euros, on est à peu près à 1 000 euros par mois, 12 780 euros à l'année, où vous allez pouvoir tout simplement, tous les mois, vous verser sur votre compte courant les 1 000 euros ou bien des versements annuels. Ça, évidemment, c'est en fonction de votre organisation. Et donc là, on voit bien que si vous êtes sur un pourcentage comparable au rendement qu'on peut espérer en bourse, évidemment, vous avez votre capital qui, du coup, est maintenu dans le temps sur de nombreuses années. Si vous êtes prêt maintenant à consommer une partie de votre capital, rien ne vous empêche de monter ce pourcentage-là, donc de le passer par exemple de 5. Si vous êtes prêt par exemple à consommer votre capital en une vingtaine d'années, on va par exemple passer de 5 à 7%. Et là, on voit par exemple donc de la 20e à la 40e année, on passe d'un capital de 250 000 euros à peu près 100 000 euros. Donc, ce qui est tout à fait logique puisque votre rendement théorique que vous pouvez obtenir en bourse est inférieur au pourcentage que vous retirez tous les ans en rente, en revenus complémentaires. Donc c'est tout à fait logique. Et donc en fonction de la durée sur laquelle vous êtes prêt à consommer votre capital, votre taux de revenus complémentaires que vous êtes prêt à vous verser va évidemment monter. Et donc on pourrait faire plusieurs simulations. Globalement, en fait, qu'est-ce que ça donne? Je l'ai synthétisé dans cette slide-là. Donc si vous voulez faire une consommation avec préservation du capital, moi je vous conseille d'être environ à 5% du capital en consommation annuelle. Et si vous êtes prêt donc à consommer sans préserver votre capital, si vous êtes prêt à consommer votre capital sur une dizaine d'années, vous pouvez monter à 10-12% de votre capital tous les ans. Sur une vingtaine d'années, on est plutôt à 7-8%. Et sur une trentaine d'années, là finalement, on va se rapprocher d'une consommation avec préservation de capital. Donc là, on est plutôt à 5-6%. Donc voilà, donc si on raisonne sur vraiment le très long terme, en réalité, c'est quand même assez risqué de tenter de consommer son capital. Donc ça, évidemment, c'est la théorie. Maintenant, le rendement annuel, comme je le disais, net de 5% par an, il est théorique. Maintenant, on peut s'amuser à mettre des rendements un peu plus réalistes, c'est-à-dire plus volatiles. Donc là, l'idée, c'est que j'ai fait une simulation sur une cinquantaine d'années. Donc dans le tableau de gauche, vous voyez bien, on retrouve avec une base de 100, on retrouve nos 5% par an et au bout de 5 ans, on a à peu près fait x10 sur son capital. Et dans ce deuxième tableau, j'ai fait varier des performances annuelles de façon complètement aléatoire. Donc vous voyez, l'année 1, 5%, l'année 2, moins 5, l'année 3, plus 20, l'année 4, moins 20, l'année 5, moins 40, l'année 6, 16, l'année 7, plus 60, etc., etc. Pour à la fin avoir un TRI, c'est-à-dire un rendement moyenné qui est équivalent à 5% par an. Puisqu'on voit qu'au bout d'une cinquantaine d'années, on retrouve notre capital équivalent à celui qui aurait été de 5% par an, tout simplement. Et là, on voit le graphique qui correspond donc à la variation de son capital dans le temps. Et évidemment, il y a la théorie
qui est linéaire, alors même exponentielle, puisqu'on a évidemment le système d'intérêt composé qui se met en place. Mais voilà, un autre graphique en parallèle qui est lui beaucoup plus réaliste, avec une volatilité beaucoup plus forte. Et donc on pourrait tout simplement, dans l'exemple qu'on a vu précédemment, récupérer cet exemple de pourcentage avec la volatilité associée et le coller dans les rendements que je proposais tout à l'heure. Et si on reprend notre calcul de tout à l'heure en se versant une rente de 5% par an de son capital obtenu au bout de 20 ans, vous voyez que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez le capital restant année après année, qui est beaucoup plus volatile du coup que ce qu'on a vu tout à l'heure, mais qui reste positif, quelle que soit la variation. Alors évidemment, je n'ai pas mis non plus une variation trop négative, c'est-à-dire je crois que le pire finalement c'est au début, j'ai un enchaînement d'une année à moins 20, une année à moins 40. Évidemment que si on avait une année avec un crack à moins 90, moins 95%, au moment où on va commencer à consommer, bon, c'est pas impossible qu'on se retrouve dans une situation un peu compliquée où le patrimoine se rapproche des 0 euros. Maintenant, c'est pas réaliste, c'est-à-dire qu'on peut quand même considérer que la perte maximum qu'on peut avoir en bourse si on regarde les dernières décennies, si déjà on fait du moins 60 sur une année, c'est déjà, on est sur une période donnée, on est déjà sur des pertes assez conséquentes et qu'on peut peut-être considérer comme maximum. Voilà. Voilà, tout ça pour vous montrer qu'à partir du moment où vous avez bien défini votre rendement annuel théorique et qu'il est raisonnable, même si demain il y a évidemment une volatilité qui existe, qui est beaucoup plus importante qu'un 5% de façon linéaire chaque année, la méthode marche quand même très bien, puisque finalement vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de la variation de votre patrimoine d'année après année. À partir du moment où vous avez accumulé un patrimoine assez conséquent et que vous limitez votre rente annuelle à 5% par exemple de votre patrimoine, même en cas de forte volatilité, il n'y a quasiment aucun risque que votre patrimoine se retrouve à zéro sur une année donnée. Voilà. Et troisième point, donc quel type de valeur il faut choisir en phase de consommation, puisque ça c'est évidemment la question que beaucoup de personnes se posent. C'est à partir du moment où je passe en phase de consommation, où tous les mois ou tous les ans, je veux retirer un certain revenu de mes investissements boursiers, quelle action il faut que j'achète, à quel moment je vais vendre, etc. Donc là, vous avez deux approches possibles. Soit vous achetez des actions à dividendes, et là, tout simplement, c'est les dividendes qui vont vous permettre, c'est la consommation de ces dividendes qui va correspondre tout simplement à la rente. C'est-à-dire si par exemple vous arrivez à avoir une rente moyenne, un rendement moyen sur dividende d'à peu près 5%, c'est parfait. Dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, ça correspondrait exactement à la rente que vous pourriez vous verser tous les ans. Donc ça, le gros avantage, c'est que c'est très simple, puisque vous n'avez pas besoin de vendre d'actions, il suffit tous les ans de récolter les dividendes qui ont été versés par les sociétés. Les inconvénients, c'est que ça vous demande quand même un lissage, puisque comme vous le savez, il y a quand même, notamment sur les sociétés françaises, il y a quand même une majorité de sociétés qui versent des dividendes plutôt de façon annuelle. Donc si vous voulez vous verser une rente mensuelle, ça va vous demander de prendre vos dividendes de façon annuelle, de peut-être les mettre sur un compte intermédiaire et pour vous verser après un montant fixe mensuel. Maintenant, ça c'est pas finalement bien compliqué à mettre en place. L'autre inconvénient qui est peut-être plus important, c'est que finalement vous allez avoir un portefeuille plus limité puisque vous allez devoir vous concentrer sur des actions qui versent quand même des dividendes assez importants et du coup vous allez quand même vous couper d'un certain nombre de valeurs sur le marché boursier. Voilà, par contre, c'est quand même beaucoup plus simple à mettre en place. Deuxième possibilité, c'est tout simplement d'acheter des actions à faible dividende ou carrément des actions qui n'ont pas de dividende, aller sur des actions type value, aller sur des actions décotées, aller sur des actions de croissance. Donc ça, le gros avantage, c'est que ça va vous donner beaucoup plus de liberté sur le choix des valeurs. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est vrai que ça va être un petit peu plus complexe pour vous verser une rente, dans le sens où il va falloir que, déjà, il y en a quand même un certain nombre qui verseront des petits dividendes, donc vous allez vous servir déjà d'une partie des dividendes pour votre revenu complémentaire. Et après, le reste, il va falloir vendre un certain nombre d'actions tous les mois ou tous les ans pour compléter et atteindre le revenu souhaité qu'on a vu tout à l'heure. Sachant que voilà, il n'y a pas de... il ne faut pas avoir de blocage psychologique par rapport au fait qu'il va falloir vendre des actions année après année, puisqu'à partir du moment où vous êtes sur des valeurs qui ne versent pas de dividendes, par définition, c'est des valeurs plutôt de croissance qui vont être amenées à s'apprécier dans le temps. Et du coup, finalement, vendre une partie d'actions plutôt de croissance ou bien plutôt avoir des actions à dividendes, finalement, ça revient un petit peu au même. C'est-à-dire que plutôt que ce soit la société qui vous verse un revenu sous forme de dividende, c'est vous qui allez prendre au fur et à mesure vos plus-values, puisque la société va naturellement grossir et gagner en capitalisation. Voilà. Donc,
Pour synthétiser, cette deuxième méthode permet beaucoup plus de liberté sur le choix des valeurs. Ça demande juste un petit peu plus de méthode entre la gestion des versements de dividendes et éventuellement la vente progressive d'actions qui a pour le coup là l'avantage de pouvoir être fait vraiment de façon mensuelle. Rien ne vous empêche à ce moment-là de vendre tous les mois un certain nombre d'actions pour atteindre le revenu complémentaire souhaité, tout simplement. Voilà, et juste pour clore tout ça, ce qui peut être également très bien à partir du moment où vous êtes en phase de consommation, c'est évidemment de privilégier l'enveloppe PEA, plan épargne action, qui va vous permettre d'être imposé uniquement à hauteur de la CSG à partir du moment où votre PEA est ouvert depuis plus de 5 ans. Donc ça, c'est parfaitement adapté à une phase de consommation où vous allez pouvoir du coup retirer mois après mois un revenu de votre PEA en ne payant que la CSG et en évitant tout impôt sur le revenu. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire. J'essaie de vous expliquer de façon très concrète de quelle manière vous pouvez construire un portefeuille boursier à des fins de revenus complémentaires. J'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez suivre mes prochaines vidéos. Et puis évidemment, je vous dis à très bientôt.